Français se disent l'Ukrainien, il me ressemble. Et c'est pas du racisme. Ah oui, mais oui, parce que l'image de l'Afghan et de l'Afghan qu'on a, c'est qu'une femme avec une burqa. Ah, la belle oui, image. j'essaie de comprendre les Français avant de dire les Français, c'est le raciste. Alors sincèrement, depuis le début de cette guerre en Ukraine, on a droit à un racisme totalement décomplexé dans les médias. These are not refugees from Syria. These are Christians, they're white, they're very similar. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Je pense qu'on a tous vu ces images horribles de Noirs en Ukraine qu'on empêche de monter dans les trains pour évacuer. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on nous fait comprendre que pour qu'on fasse preuve d'humanité à notre égard, il faut avoir la bonne couleur de peau. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, 79% des Français sont prêts et favorables à accueillir les réfugiés ukrainiens. Alors c'est génial, je suis contente pour les réfugiés ukrainiens. Mais quand il s'agissait des Syriens, des Soudanais, des Somaliens, des Afghans, disons que là, les pourcentages étaient un peu différents. Et même le discours des politiques n'était pas le même. Moi, je me souviens d'un Emmanuel Macron qui nous disait que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Mais là, bizarrement, cette fois, la France est prête. On nous parle du million d'euros qui ont été débloqués. Anne Hidalgo qui a promis une prise en charge médicale et un accompagnement psychologique à tous les réfugiés ukrainiens dès leur arrivée. Mais elle a aussi mobilisé les hôtels et les bailleurs sociaux pour leur trouver des logements. Encore une fois, je suis très contente pour les réfugiés ukrainiens parce qu'effectivement, c'est comme ça que tous les réfugiés qui fuient des guerres devraient être accueillis. Mais malheureusement, force est de constater qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que quand c'était des réfugiés noirs et arabes qui étaient entassés dans des campements insalubres, on nous disait qu'il n'y avait pas assez de moyens, qu'il n'y avait pas assez de bailleurs sociaux et pas assez d'hôtels. Quand c'était des réfugiés noirs ou arabes, souvenez-vous, la maire de Calais avait interdit la distribution de repas aux migrants. Mais par contre, quand c'est des migrants ukrainiens, blancs, blonds et aux yeux bleus, la maire de Calais les accueille carrément bras ouverts à la mairie. Et il suffit de regarder dernièrement le traitement réservé aux migrants subsahariens en Espagne, battus par les forces de l'ordre, alors que c'est la même Espagne qui nous dit vouloir accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Donc bon, à un certain moment, j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur cette hypocrisie et ces doubles standards qu'en plus, ils essayent de justifier. Parce que les Ukrainiens, ce sont surtout des chrétiens orthodoxes. Il y a aussi des catholiques, mais enfin, donc ça reste la culture chrétienne. Donc en gros, en fait, avant d'être des êtres humains, on est d'abord des religions. Toi, si t'es chrétien, catholique, protestant, ok, je t'aide. Toi, par contre, si t'es pas chrétien, non. Et puis, il faut arrêter de mentir. Quand il y a eu l'horrible génocide au Rwanda, qui est un pays majoritairement chrétien, la France, qui avait pourtant une responsabilité en plus dans ce génocide, la France ne s'est pas du tout pressée d'accueillir les réfugiés rwandais en se disant que c'était leurs frères chrétiens, qu'ils partagent la même religion, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont proches. Pas du tout. Tout simplement parce qu'on va pas se mentir, c'est pas qu'une question de religion, c'est bien évidemment une question de couleur de peau. Et puis t'en as qui te rajoutent même le critère de la voiture. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris, je pourrais être à sa place. Donc aujourd'hui, en fait, en 2022, pour être un bon réfugié, il faut être blanc, avec des yeux bleus, chrétien, et aussi, petit bonus, conduire la même voiture que les autres. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs aujourd'hui une immigration de qualité. Une immigration de grande qualité, en revanche. Ce sont des intellectuels, on aurait une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Franchement, je vous jure que ces propos m'ont tellement choqué, ça fait une semaine qu'ils sont sortis, et à chaque fois que j'y pense, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu dire ça. Déjà, le fait qu'il parle de qualité, comme si on parlait d'objets, de chaussures. Ah oui, une chaussure de qualité, alors que là, on parle d'être humain, en fait. Mais en plus, qu'ils disent qu'on va pouvoir tirer profit de cette immigration, comme s'il s'agissait de bétail qui va nous servir dans les champs. Je rappelle quand même qu'à la base, on aide les réfugiés par solidarité, pas pour pouvoir en tirer profit. Et puis, bien évidemment, sa manière de le dire est totalement raciste, parce qu'en gros, les réfugiés ukrainiens seraient, eux, plus qualitatifs, plus intellectuels que les autres réfugiés des autres nations qui, eux, sont des bons à rien. Donc ça prouve encore une fois à quel point leur raisonnement est profondément raciste. Parce que dans leur tête, les Ukrainiens qui leur ressemblent, forcément, ça va être des intellectuels qualitatifs. Par contre, les réfugiés des autres pays qui ne leur ressemblent pas, là non, désolé, c'est impossible. Donc bref, plus sérieusement, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que ça m'a vraiment dégoûté ces derniers jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je suis contente pour les Ukrainiens qu'ils soient bien accueillis parce que ça devrait être la norme pour tous les réfugiés. Et ce qui me fait mal, c'est de savoir que quand c'est des réfugiés qui me ressemblent, ils auront malheureusement un traitement et un sort totalement différent. Voilà, ça dit tout. Et il fallait qu'on tombe sur cette guerre pour savoir et pour que nous ayons beaucoup des éléments à vous, à partager avec vous, à vous transmettre.
Et ceci dit que nous voulons que le monde entier, les diasporas africaines, les autres diasporas qui se sentent, excusez-moi, dans la même situation, réveillez-vous. Nous ne sommes pas devant nos écrans pour perdre votre temps, non plus pour perdre notre temps, mais c'est pour conscientiser le peuple, pour vous dire, pour sortir. Nous sommes en train de partager tous ces jeux de cache-cache qu'on vous a tant cachés, toutes ces vérités qu'on vous a tant cachées. Quand on a besoin, quand ces gouvernements ont besoin des ressources naturelles, des matières premières, ils courent en Afrique. Ils courent en Afrique. Quand ils ont besoin des fonds pour leurs élections, ils courent en Afrique. Qui c'est qui leur donne des fonds? Où c'est qui collecte des fonds pour leurs élections? C'est en Afrique. Chers compatriotes africains, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Nous avons tout chez nous. Ils font recours chez nous pour avoir toutes les matières premières pharmaceutiques, pour les matières premières, pour les téléphones, pour les high-tech que nous avons, les Android que nous utilisons aujourd'hui, pour les télévisions. Ils ont besoin du coltan, c'est en Afrique. Ils ont besoin du combat, c'est en Afrique. Ils ont besoin des pneus, c'est en Afrique. Ils ont besoin du caoutchouc, c'est en Afrique, du cacao en Afrique, du coco en Afrique. Et pendant ce temps, on nous fait fuir nos territoires pour venir chez eux et nous traiter des immigrés, des immigrants. Nous bastonner. Ils nous imposent des guerres qui n'ont pas de nom. Ils nous combattent, ils nous imposent des guerres entre nous. On se tue entre frères, comme ce qu'ils ont fait en Ukraine, comme ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Mais heureusement, là-bas, ils sont tombés face à eux, un qui a le pouvoir, un qui a la même force qu'eux. Sinon, aujourd'hui, on aurait dû entendre ce qu'ils ont fait. Déjà, ils ont détruit l'URSS. Après avoir détruit l'URSS, ça ne suffisait pas. Parce que chez eux, où il y a la paix, ça ne les intéresse pas. Où ça a la paix, ça ne fait pas leurs intérêts. Ça ne fait pas les intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui que nous parlons, Macron, qui soutient, qui a financé la campagne, qui finance la campagne de Macron Emmanuel. C'est le plus grand génocidaire actuel, Denis Sassou Nguesso. Regardez, on est en train de planifier les hommes des autorités de ce monde de l'Occident, passent sur les chaînes télé, les chaînes publiques télé, pour parler de comment planifier, comment assassiner. Donc, ils font la promotion, comment assassiner un président d'un pays. Ils sont en train de planifier comment il faut tuer avec tous les plans. Donc là, maintenant, ils ne se cachent plus. Il fallait qu'on arrive à cette guerre. Nous devons dire merci à Poutine. Parce que là, maintenant, nous savons qui sont nos ennemis. Chacun de nous sait maintenant qui est avec qui. La tortue a sorti son corps de sa carapace. Les tortues ont sorti leur corps. Ils ne s'en cachent plus. Parce que même quand leur proverbe dit que on refuse le naturel, mais on revient au galop.
Et voilà qu'ils sont repartis au galop, au vu de tout le monde et au su de tout le monde. Chers compatriotes, on vous en prie. Soyons ensemble. Ne prenons pas ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, en Russie, que c'est que en Russie. Vous savez bien que nous avons eu ces guerres-là et que nous sommes toujours en guerre en Afrique. Les guerres qui sont qu'on nous impose, qu'on ne sait pas de ni Adam ni d'Ève. Mais nous avons ces guerres-là dans notre continent. On nous met les uns contre les autres. Aujourd'hui, ils s'en prennent au Mali. Ils s'en prennent à Assimi Goïta. Ils s'en prennent au président de la RCA, de la Centrafrique, de la République centrafricaine. Ils s'en prennent à tous ceux qui s'opposent à leur décision, à leur manipulation. On nous a donné les indépendances depuis 1960. Aujourd'hui, l'Afrique est toujours plus bas que bas. L'Afrique va toujours vers le bas. L'Afrique n'est pas indépendante. On nous parle toujours les pays en voie de développement. Mais est-il qu'ils ont leur base chez nous? Mais nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pourquoi, depuis ce temps qu'ils ont leur base chez nous, ils nous envoient des militaires, mais ils sont incapables d'établir la paix. Ils sont incapables d'établir la sécurité. Nous vivons dans l'insécurité totale. Chers compatriotes, n'oubliez pas, en RDC, il y a la guerre qui est là depuis 25 ans. Aujourd'hui, il y a la guerre en Est. On tue, on viole, on pille les matières premières qu'il y a à l'Est. Cette guerre, personne n'en parle. Le professeur Mukwege, à qui on a attribué le prix Nobel de la paix ou je ne sais pas de quoi, parce que le docteur Mukwege, c'est celui qui répare les femmes, les femmes qu'on a détruites, qu'on a fait des actes incroyables, qu'on a déchiré leurs appareils intimes. Docteur Mukwege aujourd'hui, malgré qu'on lui a donné, on lui a attribué ce prix Nobel, mais jusque-là, personne ne parle de cette guerre. Personne ne parle de ces actes atroces. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont piller chez nous, qui nous imposent des guerres. Aujourd'hui, ils sont intéressés à accueillir les gens qui leur ressemblent. Toutes les portes, personne ne s'oppose à l'immigration des Ukrainiens. Mes chers compatriotes africains, ne restez pas. Vous avez vu devant vos yeux comment est-ce qu'on est en train de bastonner les Africains, comment est-ce que les Ukrainiens sont en train de bastonner, et comment est-ce que les portes sont fermées pour les Africains qui sont en Ukraine, qui doivent aussi quitter l'Ukraine. Regardez comment ils sont exposés. On les prend comme si les balles, les boucliers de guerre. Oui, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de Poutine, pour la guerre de Poutine. Mais il faut que nous regardions d'où vient cette guerre. Qui a provoqué cette guerre? Pourquoi on est arrivé à ce point? Pourquoi nous sommes en train de parler à ce point? Et ceux qui sont censés nous parler de la démocratie, de la fraternité, égalité, l'humanité, le pays de droits de l'homme, au lieu de chercher à arrêter la guerre. Mais non, ils sont en train de mettre du feu, le contraire. Ils sont en train de fournir les armes, les mêmes qui fournissent les armes aux Ukrainiens, et c'est les mêmes aussi qui fournissent les armes en cachette en Russie. Nous avons vu qui c'est qui a fourni les armes à Poutine depuis je ne sais pas combien d'années. C'est la France. Et jusque-là,
Ils vous parlent des embargos, mais ils n'ont pas arrêté de fournir les armes pendant que nous, ils parlent de l'embargo. Chers compatriotes, à quel moment, quand est-ce que vous allez prendre conscience? Quand est-ce que vous allez arrêter de réagir, de réagir par émotion? Car les émotions, ça change. L'émotion, ça change. L'émotion, ça change par rapport à la personne qui est en face de vous. L'émotion, ça change aussi par le climat qu'il y a devant vous. L'émotion, ça change par rapport même au nom que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais si nous sommes réalistes et déterminés, je pense que nous n'allons pas changer. Si nous avons la spiritualité des conséquences qu'on nous a imposées dans notre pays et que nous sommes en train de combattre par rapport à des atrocités qu'il y a dans notre continent, qu'on nous impose dans notre continent, chers compatriotes, je pense que nous allons prendre conscience et que nous allons aller tous dans la même direction, de combattre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme que le blanc nous a imposé depuis des années, depuis des décennies. Vous voyez comment est-ce que nous sommes étouffés de donner les informations, la vraie vérité. Regardez les médias, les individuels, les indépendants, les journalistes indépendants qui sont là pour donner la vraie vérité, ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe, la cause des guerres que nous subissons. Parce qu'on ne va pas seulement parler de la guerre de l'Ukraine. Parlons des guerres que nous subissons. Il y a eu des guerres au Rwanda, le génocide de Rwanda. Il y a eu l'invasion en Irak. Il y a eu l'invasion en Libye, il y a eu l'invasion en Syrie, des guerres en Syrie, il y a la guerre au Yémen, il y a des guerres partout, mes chers compatriotes. Nous ne devons pas regarder seulement ces guerres. Les mêmes occidentaux, les mêmes organismes ont envahi ces pays que je viens de vous parler, mes chers compatriotes, les pays qui sont en guerre. Ces pays-là, ce n'est pas Poutine qui les a envahis. Alors maintenant, on veut nous détourner, on veut nous faire oublier toutes ces guerres-là pour nous parler de la guerre de l'Ukraine, pour nous parler de l'invasion de Poutine. Chers compatriotes, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas ignorants. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et pour ne pas être ignorant, nous devons saisir des vraies informations. Nous devons arrêter d'être instrumentalisés. Nous devons arrêter d'être les oui-oui et les non-non. Cherchons la vraie information. Pour arriver à un résultat, pour résoudre un problème, il faut déjà connaître le pourquoi, d'où vient le problème. Si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer. Pendant que ces mêmes personnes sont en Ukraine, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres groupes qui sont en Afrique, où ils sont allés, les mêmes Français aujourd'hui, la France-Afrique, ça nous a rapporté rien du tout, mes chers compatriotes. Et aujourd'hui, ces mêmes France-Afrique-là, ils sont allés installer leurs mercenaires au Niger. Est-ce que ces mêmes-là qui sont en train de combattre Assimi Goïta, qui sont en train de combattre le peuple malien, pourront-ils nous expliquer pourquoi combattent-ils un gouvernement, un président qui a été assisté, qui a été élevé à ce niveau par son peuple? Pourquoi refuse-t-il un président qui a été le choix d'un peuple, puisqu'ils sont là pour le peuple? Eux, ils disent qu'ils viennent combattre pour instaurer la démocratie dans nos pays. Mais pourquoi refuse-t-il le vote, le choix d'un peuple?
Ils ont assassiné, les mêmes. La France-Afrique a assassiné Thomas Sankara. La France-Afrique a assassiné tous les leaders africains qui étaient pour leur peuple, qui combattaient pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, on ne parle pas, on ne parle pas des génocides, des massacres commis par Denis Sassou Nguesso. On ne nous parle pas de ces massacres-là. 40 ans de pouvoir que Denis Sassou Nguesso est au gouvernement et au pouvoir au Congo-Brazzaville. Ça, c'est la démocratie. Macron et Emmanuel est là, ça fait combien? 5 ans. Aujourd'hui, il repart pour une élection. Pourquoi n'a-t-il pas changé la constitution pour se maintenir au pouvoir? Pourquoi n'a-t-il pas changé la constitution? La constitution que eux, ils nous obligent en Afrique à changer. Ils obligent à leurs pions qu'ils ont mis au pouvoir pour changer la constitution, pour faire le vouloir et pour faire la volonté de la France. Parce que ces pions-là respectent ce que la France leur demande de faire. Pouvez-vous accepter que en état de Ali Bongo, qu'on puisse laisser Ali Bongo mener une campagne? Quelqu'un qui est inconscient depuis 2018? Est-ce que ces mêmes Occidentaux, ces mêmes autorités qui sont là pour la France-Afrique, qui plaident soi-disant pour la cause des Africains, vont accepter quelqu'un en état d'incapacité Ali Bongo puisse être au pouvoir? Chers compatriotes, heureusement qu'aujourd'hui, nous avons cette guerre, Poutine, qui a essayé de nous ramener, de savoir qui sont nos ennemis. L'Afrique doit comprendre, les Africains doivent comprendre. Nous sommes comme Poutine, seuls contre tous. Ce n'est pas les Africains qui les intéressent, mais c'est la matière première. Ce sont nos ressources qui les intéressent. Ce sont nos sous-sols qui les intéressent. Ce n'est pas la personne africaine qui les intéresse. Ce n'est pas l'individu africain qui les intéresse. Mais c'est plutôt le sous-sol africain qui les intéresse. Qui les intéresse? Qui? Ça intéresse qui? Ça intéresse les Occidentaux. Alors battons-nous, chers compatriotes, pour libérer, pour conserver, pour protéger nos sous-sols. Cette guerre de... Si aujourd'hui vous allez regarder sur ma chaîne, je vous passe beaucoup de vidéos, beaucoup d'images de la guerre de l'Ukraine. C'est pour vous parler de ce qui se passe chez nous depuis des décennies. Et aujourd'hui, comme c'est sur le territoire européen, on en parle. Mais ça, c'est les choses que nous vivons tous les jours. L'insécurité, les guerres. Il n'y a pas de petites guerres. Une guerre reste une guerre. Est-ce que ces mêmes personnes peuvent nous dire, quand ils déroulent le tapis rouge à Denis Sassou Nguesso, qui a tué, qui a commis le génocide, 40 ans au pouvoir, pourquoi ne planifie-t-il pas d'assassiner celui-là? Pourquoi ne planifie-t-il pas d'arrêter celui-là quand il vient dans leur territoire? Et aujourd'hui encore, ils ont même laissé Denis Sassou Nguesso pouvoir préparer son fils pour les prochaines gouvernements, pour venir au pouvoir comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ont tué le fils, le père Idriss Déby pour passer son fils. Ils ont
ils ont tué Omar Bongo. Ils ont passé son fils Ali Bongo, qui aujourd'hui est incapable de gouverner son pays, qui est incapable de se tenir debout. Regardez à quel point ils se moquent de nous, mes chers compatriotes. Regardez à quel point ils se moquent de nous. Alors, mes chers compatriotes, et quand ces présidents, d'ailleurs, je vais vous passer une vidéo. Je vais vous passer une vidéo, parce que moi, je vais dans le sens des vidéos. Je vais vous passer une vidéo de Driss Déby qui parlait qui avouait qu'il n'est pas resté, il n'est pas au pouvoir parce qu'il en a envie, mais c'est parce qu'on le force, parce que c'est la France qui l'a installé là depuis des années. Chers compatriotes, vous savez que nous recevons tellement des emails, des messages que nous devons toujours aller chercher. Un téléphone, ça ne nous suffit pas pour vraiment pouvoir vous passer des images. Mais avec les moyens du bord que nous avons, nous essayons quand même de vous passer. Nous essayons quand même de vous passer des messages que nous pouvons. Donc, soyez patients et que nous suivons tout cela. Depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron, c'est au pouvoir maintenant. Attendez, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non, quoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu. J'ai eu ma jeunesse dans la guerre. J'ai passé dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder en fait, disons, au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la vie. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en 2016, la France n'était pas derrière. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien qu'on appelle de caché. C'est entresemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution.
Et donc, ce que vous dites clairement, pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui ont intervenu. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... Vous avez entendu ce témoignage? C'est pas poignant? Idriss Déby, c'est comme ça que ces présidents africains ils sont. Ils deviennent prisonniers des Français. Ils deviennent prisonniers des autorités parce qu'ils sont là, comme ils sont arrivés au pouvoir en faisant la volonté de leur maître, les Français, et quand une fois qu'ils veulent partir, ils ne peuvent plus partir parce que les mêmes vont les obliger de rester là pour faire leur volonté. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que tous les présidents africains, ce n'est pas les élus du peuple. Ce sont les élus qui font la volonté de la France, qui font la volonté des Occidentaux. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Un qui est élu de son peuple, qui sait que son peuple l'aime, comment viendras-tu affamer ton peuple? Comment est-ce que tu ne pourras pas faire que ton pays puisse se développer? Nous voyons tous ceux qui sont en Occident. Quand ils viennent, ils essayent d'arriver en haut de ils arrivent quand même à honorer leurs promesses. Et quand ils n'honorent pas leurs promesses, souvent ils ne restent pas. Mais comment est-ce que nous, d'après leur démocratie qu'ils nous ont infligée en Afrique, cette démocratie ne correspond même pas à leur propre démocratie à eux. Cette démocratie ne va même pas de pair avec leur démocratie occidentale. Notre démocratie à nous, les présidents qui sont élus, les présidents qui sont placés par leurs maîtres, par ceux qui nous prônent cette démocratie, ces présidents africains restent au pouvoir de père en fils, restent au pouvoir jusqu'à leur mort, jusqu'à qu'ils soient fatigués, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un de leur famille ou qui trouvent des gens que la France a choisis pour remplacer leur pion précédent. Nous sommes là que pour venir dénoncer cela. Nous sommes là pour que le peuple du monde, les diasporas, partout où vous êtes, que vous compreniez pourquoi nous nous sommes engagés. Et que vous ne devez pas laisser cet engagement, vous ne pouvez pas laisser ce combat à nous seuls. Chacun de nous doit combattre de sa façon. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement besoin de tenir les armes, mais nous pouvons combattre ce système d'une façon ou d'une autre. Nous avons été là dans le passé à applaudir le mal, à être devant, à applaudir nos bourreaux, à ouvrir nos portes à nos ennemis, à nos assassins. Mais maintenant, nous connaissons qui sont nos assassins. Qui sont là pour notre mal. Combattons-les ensemble. Les présidents africains sont des prisonniers de la France-Afrique. Les présidents africains sont là pour faire la volonté des autorités françaises. Nous sommes la machine à sous pour les Français, pour les Occidentaux. Et pendant que nous sommes leur machine, ils prennent tout et nous sommes dans la souffrance. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas faire autrement. Parce que quand ils vont pas faire la volonté de leur maître, eh bien, ils sont assassinés. Ils sont assassinés.
Sinon, aujourd'hui, on ne pouvait pas comprendre comment est-ce que la France ne veut pas quitter le Mali. En nous inventant aujourd'hui des mercenaires russes, Wagner, que nous ne voyons même pas. Oui, si le Mali a choisi de travailler avec, avec les mercenaires Wagner, le problème de la France est où? C'est où votre problème? N'ont-ils pas le choix de choisir avec qui ils vont travailler? N'ont-ils pas le droit d'ouvrir la porte à qui ils veulent, puisque le Mali, c'est chez eux? Vous avez, là, avec la guerre de l'Ukraine, vous avez choisi qui vous voulez accueillir chez vous, qui vous voulez recevoir chez vous. Mais personne ne vous l'empêche. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le Mali puisse faire la décision de pouvoir choisir qui ils veulent pour avancer, pour construire leur pays, avec qui travailler? Pourquoi vous êtes en train de combattre le président Assimi Goïta? Jusqu'à les jurier. Vous êtes rabaissé au point où vous ne pouvez pas contenir votre colère. Vous ne pouvez pas contenir votre mécontentement jusqu'à venir aux injures. Et nous, les Africains, nous sommes là, on regarde. Et qui c'est qu'ils utilisent pour faire du mal aux Africains? C'est les autres compatriotes, les autres frères africains qui sont là, qui sont en train de combattre, au lieu d'être là avec leurs frères africains, leurs frères qui est combattu par les Européens. Eux, ils sont là pour vouloir encore à l'enfoncer de plus belle. Pendant que les Européens, vous avez vu ce qui se passe. Là, ils se sont mis ensemble pour combattre Poutine. Parce que Poutine ne fait pas leur volonté. Parce que Poutine a sorti leur mensonge en plein jour. Poutine a servi la réalité de cette démocratie devant tout le monde. Maintenant, c'est à nous. Poutine nous a servi de voir comment est-ce que cette démocratie mensongère, au nom de la démocratie, on tue. Au nom de la démocratie, on crée des guerres. Au nom de la démocratie, on impose des frères à se tuer, des sœurs à se tuer entre nous. Au nom de la démocratie, ils envahissent des pays parce que ces présidents-là parlent, ils sont là pour l'intérêt de leur peuple. On peut nous expliquer qui on a condamné pour l'invasion de l'Ukraine, de l'Irak, de l'invasion de la guerre en Libye. Nous savons tous pourquoi la guerre a éclaté en Libye. Nous savons tous pourquoi la guerre a éclaté en Irak, basée sur le mensonge, basée sur la démocratie, soi-disant qu'ils voulaient qu'il y ait la démocratie. Mais jusque-là, depuis qu'ils ont fait ça en Afghanistan, en Libye, en Irak, au Yémen, quelle démocratie que ces peuples-là sont en train de vivre aujourd'hui? Quelle démocratie? Il y a l'instabilité totale. Autant de Kadhafi, nous n'avons pas vu les Libyens en exil. Nous n'avons pas vu les immigrés libyens. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ils ont déstabilisé la Centrafrique aujourd'hui. Regardez combien de fois le président, celui qui est là, Touadéra, est en train, combien de coups d'État manqués vis-à-vis du président Touadéra. Et heureusement que ce président a changé de partenaire. Oui, nous allons parler de partenaire.
Ce président aujourd'hui travaille, ce pays travaille aujourd'hui avec les Russes. Et partout où les Russes passent la France, ça ne fait pas le bonheur de la France. Ça ne fait pas l'affaire de la France. C'est pour ça que la France veut absolument aujourd'hui détruire la Russie, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si la Russie tombe, tous ces autres pays, les pays qui sont en train de se retourner, qui sont en train de tourner leur partenariat vers la Russie, vont être affaiblis. Vont vouloir faire encore peut-être recours à leurs ennemis, à leurs bourreaux. Au nom de cette démocratie, ils ont détruit nos coutumes, nos cultures. Nous acceptons ce qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, l'Africain a perdu ses valeurs. Nous sommes en train de perdre nos valeurs, nos cultures, alors que nous en avons. Ils sont en train de vouloir nous détourner de notre vraie vie, de notre vraie réalité, de notre vraie nature. Les Africains ont ouvert leurs portes à leurs bourreaux. Les Africains ont ouvert au nom de la démocratie, au nom de cette démocratie mensongère. Les Africains ont exposé leur peuple. Nous avons laissé que l'ennemi vienne, rentre chez nous. Nous avons donné les clés de notre sécurité à l'ennemi. Nous avons donné la charge de notre bien-être à notre ennemi au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, nous vivons dans la peur. Au nom de la démocratie, nous vivons dans l'instabilité, l'insécurité. Parce que nous avons fait confiance à nos ennemis. Nous vivons dans le complexe. Croyons que notre bonheur viendra du blanc, pour le dire. Notre bonheur viendra du colon. On fait semblant de venir devant vous pour vous dire, voilà, nous sommes, c'est un pays de droits de l'homme, la France est un pays de droits de l'homme, la France. Mais 10 ans, des décennies que la France s'est installée dans notre continent, à l'Afrique. Mais ils viennent toujours nous bondir des discours. L'Afrique, le pays en voie de développement. Nous sommes des producteurs des matières premières, mais nous vivons en dessous en dessous de 1 dollar par habitant, alors que notre pétrole est vendu à plus de 60 $. Aujourd'hui même que nous parlons, nous pensons que ça atteint le prix plus haut jamais atteint depuis toujours. Et nous sommes toujours dans la pauvreté. Aucune personne ici en Occident peut rester pendant une journée sans manger. Ça serait par choix. D'ailleurs, nous sommes toujours en train de se dire qu'on est en diète. On est en régime parce que nous pouvons manger à notre faim, peu importe le niveau de la pauvreté, nous mangeons à notre faim. Il peut te manquer tout, mais pas à manger. Mais regardez chez nous,
pour même manger une fois par jour. C'est devenu un problème. C'est devenu un problème, mes chers compatriotes. Alors nous devons encore regarder tout cela. Mes chers compatriotes africains, l'heure est arrivée de choisir notre camp. L'heure est arrivée de choisir pour qui, comment est-ce que nous voulons vivre demain. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quel est le futur, quel avenir que nous devons laisser à cette Afrique? Allons-nous assister de toujours d'être là, que attendre qu'on vienne nous faire des leçons de morale, et ces leçons de morale qui ne sont même pas compatibles à nos cultures, à nos coutumes, à notre nature. Nous allons attendre que ce soit une autre culture qui soit imposée dans nos terres, dans notre territoire. Et pendant ce temps, on est en train de nous tuer. Cette histoire même de Covid qui est arrivée, mes chers compatriotes, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette communication, il n'y avait pas ce partage d'informations, mes chers compatriotes. Mais leur plan, c'était de venir exterminer, parce que le plan des Occidentaux, c'est d'exterminer le peuple africain pour s'accaparer de notre bien, pour qu'il n'y ait plus personne qui leur fasse qui leur ferme la porte. Ça, c'est le plan d'extermination des peuples africains. Sinon, on ne devait pas comprendre pourquoi nous sommes aussi attaqués. Pourquoi nous sommes aussi détestés. Ils vont chercher les gens, ils nous mélangent, c'est-à-dire ils vont chercher un Africain du Mali pour venir diriger le Congo-Brazzaville, parce que celui-là, quand il va arriver, il va faire leur volonté, parce que ce ne sont pas ses frères de sang, pour le dire, parce que nous ne pouvons pas se le cacher. Parce qu'aujourd'hui, si on me demande d'aller diriger mon pays, le Congo, je ne vais pas tirer j'aurais du mal à tirer sur mon peuple. J'aurais du mal. Pourquoi aujourd'hui je suis aux États-Unis, mais j'ai le souci de parler pour mon peuple africain? Parce que je me reconnais dans ce peuple-là. C'est ça, c'est la stratégie qu'ils ont trouvée. Aller chercher les gens d'ailleurs pour venir tirer sur leurs propres frères. Parce que ça, c'est le moyen facile. C'est un moyen facile pour eux de faire que nous soyons divisés. Nous allons voir comment encore, dans une vidéo, comment est-ce que ces gens-là sont toujours en train de nous diviser, en train de se servir de nous. Nous sommes leur machine à lait. Quittez pas. Je vais peut-être prendre les révélations. Comment est-ce que... Sur le financement de la campagne présidentielle de 2017 de Marine Le Pen. Justement, parce que 2017, c'est tout proche. Et en fait, Marine Le Pen, l'histoire, c'est que elle est sauvée en 2017 par un homme d'affaires très lié à la France-Afrique, Laurent Fouché. Alors, ça a été une enquête assez compliquée, assez longue. J'ai commencé à enquêter quand j'étais en République centrafricaine, quand je me suis rendu en reportage. On avait fait un reportage pour le Média TV en juin 2021. Avec Philippe Ortona. Et j'ai continué cette enquête pendant plusieurs mois. C'était une enquête quand même assez difficile, puisqu'il y a eu des pressions, des menaces, des communiqués assez menaçants de banques russes, une intrusion aux médias dont on n'a toujours pas expliqué l'origine, une intrusion aussi à mon domicile. Mais bon, ça fait partie des risques du métier. Tu sais ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, Capri mort n'a pas peur du couteau. Donc, on sait qu'on participe à l'intérêt commun en révélant ce genre d'affaires. Et c'est vrai que
En 2017, Marine Le Pen, le parti de Marine Le Pen est au bord de la faillite, puisqu'il faut qu'il trouve de toute urgence 5 à 6 millions d'euros pour équilibrer les comptes de campagne à la présidentielle 2017. Parlons un peu de cette histoire d'équilibrer les comptes de campagne. En gros, pour être remboursé, il faut que dans la colonne entrée et dans la colonne sortie, il y ait la même chose, c'est ça? Ça soit à l'équilibre, parce que sinon les comptes ne vont pas être validés par la commission des comptes de campagne, et donc le Front National ne sera pas remboursé par l'État. Il avait dépensé plus que... Il dépensé beaucoup plus, il y avait des factures qui n'étaient pas payées, donc... Le parti, le Front National était criblé de dettes en plus, donc ils avaient besoin d'argent frais. Et les banques ne voulaient pas prêter parce qu'ils rechignent traditionnellement à prêter au Front National. Et surtout, le Front National était présumé mauvais payeur. Était déjà criblé de dettes. Donc tout l'entourage de Marine Le Pen s'est mis en quête d'un Deus Ex Machina. Et finalement, on trouve cet homme d'affaires-là, Laurent Fouché. Alors c'est super pour le Front National puisqu'ils n'ont plus besoin d'emprunter à une banque russe comme ça avait été le cas quelques années plus tôt. On emprunte à un homme d'affaires français qui a réussi en Afrique, qui a des belles affaires en Afrique. Dixit, le FN fait fortune dans les panneaux solaires. Et en fait, en enquêtant, on se rend compte que la fortune de ce monsieur Laurent Fouché est beaucoup plus trouble que ça. En fait, il s'est bâti sa fortune en devenant l'homme de paille d'oligarques kazakhstanais qui étaient réfugiés en Europe puisqu'il était devenu opposant à la dictature kazakh, et Laurent Fouché les avait tout bonnement arnaqués. Et il avait pris leur argent et il l'avait planqué dans des paradis fiscaux à Maurice et puis à Abu Dhabi. Donc finalement, c'est de l'argent sale qui a été prêté au Front National et d'ailleurs qui a été remboursé par le contribuable puisque c'est grâce au remboursement des dépenses de campagne par l'État, donc par le contribuable, que le Front National a pu rembourser le prêt de Laurent Fouché. Et c'est quand même assez étonnant que ça n'est pas plus intéressé que ça. La justice, je sais qu'elle enquête dessus, mais c'est vrai qu'on est plus de 5 ans après le prêt. C'est vrai qu'on a affaire à une autre affaire de financement de campagne présidentielle, en tout cas qui est assez surprenante. En tout cas, Laurent Fouché, avant cette histoire, avant justement d'être mis en relation avec des oligarques kazakhstanais, avant de leur proposer d'investir leur fortune en Afrique justement pour sortir des radars de l'État kazakhstanais, avant tout ça, il était déjà un personnage de la France-Afrique. Alors, c'est vraiment un personnage baroque de la France-Afrique, une sorte de mélange entre OSS 117 et Gatsby le Magnifique. C'est quelqu'un qui a accompagné tous les réseaux france-africains de gauche et de droite. D'abord était l'ami de Pierre Falcon, qui était un trafiquant d'armes avec l'Angola, puis de Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui pendant la présidence de son père avait la haute main sur la cellule africaine de l'Élysée. On l'appelait d'ailleurs Papa Madi. Fouché a géré une petite pêcherie en Mauritanie, qui avait été accusé de blanchir de l'argent d'un trafic d'armes avec l'Angola, dans lequel Jean-Christophe Mitterrand était mouillé. Puis Jean-Christophe Mitterrand ayant beaucoup de problèmes, beaucoup de dettes, ayant été condamné par la justice, Fouché va prendre le large et va se rapprocher de Claude Guéant et de la Sarkozy. Donc Claude Guéant qui va devenir le tout-puissant ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, il va emmener en 2013 Claude Guéant dans un voyage en République centrafricaine alors que le pays est à feu et à sang. Il a sombré dans une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Alors c'est l'explication qu'on a donnée dans les grands médias. On s'est rendu compte que c'est aussi le fruit de manipulations de puissances étrangères qui étaient attirées par les immenses richesses de la Centrafrique, puisque il y a le diamant, les fameux diamants de Bokassa, l'or, l'uranium, enfin vraiment tous les indices miniers qu'on puisse imaginer. Et c'est vrai que c'est un personnage qui n'a cessé de grenouiller dans ce milieu interlope de la France-Afrique avec les services de renseignement, qui a fini par être arrêté en 2018 au Burundi sur des accusations d'escroquerie. Alors RFI avait fait un article en volant quasiment à son secours, alors que Laurent Fouché a effectivement le profil d'un homme pas tout à fait honnête. Et c'est vraiment le symbole de cette France-Afrique finissante. Ça veut dire que les rouages de cette France-Afrique, ce ne sont plus les grands capitaines d'industrie. D'ailleurs, Bolloré est en train de vendre ses parts dans les ports africains. Ce sont vraiment ces personnages-là, ces hommes de paille sans envergure, ces mythomanes un peu ratés, qui sont devenus les rouages, les piliers de la France-Afrique. Et donc, qui peut quand même être dangereux parce que ce que tu nous racontes, c'est que Laurent Fouché a été cité dans le soutien à la Séléka. La Séléka qui était une sorte de rébellion téléguidée par le Tchad, qui était lui-même plus ou moins téléguidé par la France, une rébellion qui finalement évoquait des choses assez spéciales comme instaurer la charia, et en fait il a été accusé en tout cas d'avoir parlé avec la Séléka. Alors, Laurent Fouché,
il est devenu en Centrafrique, il a été nommé par un président qui s'appelait François Bozizé, ambassadeur itinérant de la République centrafricaine. Mais il s'est inventé une vie et il s'est prétendu ambassadeur de la Centrafrique en Suisse et auprès des Nations Unies à Genève. Et il a raconté ça dans différents médias et nous on a voulu vérifier cette information. On s'est rendu compte que Laurent Fouché n'avait jamais été accrédité auprès des autorités suisses et qu'il y avait un ambassadeur de Centrafrique en Suisse et auprès des Nations Unies à Genève qui était là depuis 2009 et qui était très fâché d'avoir en permanence une autre personne qui usurpait son titre. Et bien évidemment, le fait d'avoir des passeports diplomatiques de pays comme la République centrafricaine permet à Laurent Fouché d'échapper à des procédures judiciaires. Mais effectivement, sur la question de la Centrafrique, c'est vrai que c'est un pays un peu oublié, c'est un peu le cœur des ténèbres, mais c'est le Jurassic Park de la France-Afrique, c'est-à-dire que on a eu quelques affaires louches, et notamment l'explication de ce qui s'est passé pendant la guerre civile, cette terrible guerre civile qu'on a présentée en France comme, de manière très condescendante, comme un massacre entre chrétiens et musulmans, en fait, entre Africains qui ne s'entendraient pas entre eux. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est lié intimement à la France-Afrique. C'est lié notamment à une affaire qui s'appelle l'affaire Uramine. Du produit de l'entreprise publique française Areva. On est en fin des 2007-2008. Areva achète très très cher 1,8 milliard de dollars, 3 mines, une mine en Namibie, une mine en Afrique du Sud et une mine en Centrafrique. 3 mines d'uranium. Ces mines, on sait depuis la décolonisation, ne valent pas grand-chose. Elles n'ont jamais été jugées très exploitables. Mais Areva va mettre des sommes folles pour acquérir ces mines. Il y a un président centrafricain qui est en place, qui s'appelle François Bozizé, qui a d'ailleurs été mis là par la France, qui lui a permis d'arriver au pouvoir par coup d'État, qui dit moi je veux ma part du gâteau. Non pas pour développer son pays, mais parce qu'il compte s'enrichir personnellement. Et il réclame 250 millions d'euros à Areva en disant oui, pour vous laisser accéder à cette mine d'uranium à Bakouma qui est dans l'est de la Centrafrique, je veux ma part du gâteau. Ce qui énerve passablement Nicolas Sarkozy, qui l'appelle, qui l'insulte, et puis finalement Bozizé bloquant l'exploitation de la mine, on envoie Patrick Balkany, qui est un peu l'envoyé spécial de Nicolas Sarkozy, qui va apporter 40 millions de dollars à 40 millions de dollars à François Bozizé comme une sorte d'acompte pour pouvoir exploiter la mine. D'ailleurs, on a... Excuse-moi, moi je suis un gars petit, 40 millions de dollars. Et on a soupçonné Patrick Balkany d'avoir pris, au passage, 5 millions d'euros. Il n'en reste pas moins que jamais un gramme d'uranium ne va être exploité dans cette mine et la France va beaucoup en vouloir à François Bozizé d'avoir pendant des années négocié, avoir eu les yeux plus gros que le ventre et d'avoir voulu avoir beaucoup d'argent, en fait récupérer sa part du gâteau. Et donc, disons, il a pris pour argent comptant la fable selon laquelle c'était une très grande mine d'uranium, parce que c'est cette fable qui a permis finalement de sortir tout cet argent des caisses d'Areva. Des caisses d'Areva. Et c'est un des plus grands scandales politico-financiers de la Ve République, et de payer 1,8 milliard d'euros et avec des soupçons de rétrocommission, de financement de la vie politique française. Mais la France va beaucoup en vouloir à François Bozizé, et on est fin 2012, début 2013, et la France va permettre le renversement de François Bozizé par une horde de mercenaires qui viennent non pas du nord de la Centrafrique, mais du Tchad et du Soudan voisin, puisque la France est très amie avec le Tchad d'Idriss Déby, et va dire à Idriss Déby, écoute, puisque tu nous aides au Mali, puisque tu envoies des soldats tchadiens combattre au Mali, puisque c'est à l'époque où la France commence à faire des opérations au Mali contre les djihadistes, et l'armée tchadienne combat au sol, elle aide l'armée française, en échange, toi Idriss Déby, tu peux envoyer une horde de mercenaires en Centrafrique, renverser le président, mettre un homme de paille à leur place et gouverner le pays. Et donc effectivement, il y a une horde de mercenaires qui déferle sur la Centrafrique et qui va s'approcher de Bangui. Et tout ça, c'est pas que des chiffres et que des faits. C'est une histoire un peu personnelle parce que j'étais en Centrafrique, j'étais tout jeune, tout gamin entre 2009 et 2011. C'est un pays qui a fait de moi peut-être aussi l'homme que je suis. Et j'avais un ami qui était commandant de l'armée centrafricaine, qui s'appelait Serge Dibero Abego. C'est un ami qui formait les jeunes recrues centrafricaines et le lieu de formation, c'était l'ancien palais de Bokassa à Berengo, à 80 km au sud de Bangui. Donc on a passé des week-ends à deviser sur le chalet suisse que c'était bâtir Bokassa. Et
cette horde de mercenaires avance jusqu'à Bangui, détruisant tout sur son passage, détruisant non seulement des vies, mais aussi la cohésion qui existait entre chrétiens et musulmans. Il y a 85% de chrétiens en Centrafrique et 15% de musulmans. Et ces gens-là avaient toujours vécu en parfaite harmonie. Il n'y avait jamais eu aucun conflit. Et l'armée de Bozizé se délite complètement. Et je me souviens avoir appelé Serge et lui avoir dit « Mais pourquoi toi aussi tu fuis pas? Pourquoi tu pars pas ?» On m'a dit que toi tu veux rester jusqu'au bout, que tu te bats avec tes éléments alors que la partie elle est déjà perdue, que de toute façon cette horde de mercenaires là va rentrer dans Bangui. Il m'a dit mais c'est trop grave ce qui se passe, c'est trop grave pour fuir. Et le lendemain il est mort et on n'a jamais retrouvé son corps. Et quand quelques mois plus tard j'ai vu débarquer, j'ai entendu dans la presse comme tout le monde, j'étais pas à Bangui mais j'ai entendu parler de Laurent Fouché qui a débarqué avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, avec plus tard Jean-Christophe Mitterrand, qui venaient comme des prédateurs faire des affaires, essayer de vendre du matériel d'écoute à cette junte, qui avait instillé la haine entre chrétiens et musulmans. Quand j'ai vu ces Français-là venir marcher sur les cadavres, notamment les cadavres de tous mes amis qui étaient morts, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et j'ai eu envie de dénoncer aussi ce que pouvait faire la France de mal et ce que pouvaient faire finalement ces gens qui sont des puissants en France, mais qui n'hésitent pas à aller en Afrique se livrer aux plus basses œuvres. Alors finalement, ce qu'on retient... Voilà, mes chers compatriotes, je ne vais pas vous passer tout l'interview, mais quand vous entendez ça, vous savez le mal que la France a fait dans notre continent Afrique. Comme dit ce journaliste, j'ai honte. J'ai honte pas seulement pour les Français, mais j'ai aussi honte pour les Africains qui laissent faire, qu'on tue leurs enfants, leurs frères, leurs oncles, qu'on viole leurs femmes, leurs mamans. Qu'aujourd'hui, on n'a plus ce valeur-là, on expose l'intimité de la femme, l'appareil génital de la femme, sans pourtant avoir on expose des femmes sans avoir honte. Nous donnons la vie et aujourd'hui les enfants n'ont même plus honte de regarder d'où ils viennent. C'est nous qui sommes les maîtres, nous devons être les maîtres de cette humanité. Parce que sans nous, le monde n'allait pas exister. Mais vous ne nous respectez plus. Le respect de la femme est parti. La valeur de la femme n'existe plus. Et nous sommes là, nous regardons. Nous sommes là à assister. Ce plan d'exterminer le peuple africain, c'est un plan lointain. C'est pas d'aujourd'hui. Nos prédateurs sont là pour le faire. Ils veulent arriver à leur objectif. Vous savez bien que quand l'ennemi veut t'atteindre, peu importe le temps qu'il va prendre, il va toujours arriver au point. Aujourd'hui, ne pensez pas que non, ce Français-là qui vient, ces Occidentaux d'aujourd'hui, ils sont différents. Ils ne sont pas différents. Regardez Emmanuel Macron qui est né juste 2 ans avant que Denis Sassou Nguesso prenne le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est celui qu'on voit aux côtés qui soutient les massacres de Denis Sassou Nguesso, qui soutient le pouvoir du papa qui est là juste 2 ans après sa naissance, et qui soutient ce gouvernement-là, qui soutient la même personne. Moi, personnellement, je vous dis, mes chers compatriotes, j'ai eu à appeler le bureau le conseiller de Macron en ce qui regarde l'Afrique, Monsieur Paris. Et ces gens-là, ils s'en foutent du peuple. Parce que j'ai que mes réponses à moi. J'ai que ma conversation à moi, mais je n'ai pas les réponses du conseiller de M. Paris. J'ai eu froid. J'ai eu la chair de poule. La réponse, c'était sans remords.
La réponse, c'était ça ne leur regarde, ça leur regarde pas que, que Sassou puisse tuer toute sa population. Du moment qu'il est là pour protéger leurs intérêts, les intérêts des Occidentaux. Au Congo-Brazzaville, tout appartient à Denis Sassou Nguesso. Le Congo-Brazzaville appartient maintenant à Denis Sassou Nguesso. Toutes les institutions du Congo, c'est des Mboshi, c'est aux mains des Mboshi. Mais ces Mboshi-là sont soutenus par qui? Par les Français. Les contrats du pétrole, des gros contrats du Congo, des exploitations des pétroles, de l'exploitation des ressources naturelles du Congo vont se signer à Oyo. Alors que ces produits-là, ces ressources naturelles proviennent du sud Congo. Mais les marchés vont se signer. Vous pouvez vous comprendre que le président, le patron de Total va se déplacer pour aller à Oyo pour signer des contrats en ce qui concerne l'avenir d'un pays. Mais il va le signer dans le bureau de Denis Sassou Nguesso à Oyo, ni dans la capitale économique, ni dans la capitale politique. Mais on va signer ça au village, où aujourd'hui, toutes les autorités françaises, vous allez voir qu'ils ne viennent plus à Brazzaville, ils ne viennent plus à Pointe-Noire. Où c'est qu'ils vont directement à Oyo? L'aéroport international maintenant est à Oyo. Où tout ce monde-là, les Dominique Strauss-Kahn condamnés ici, les violeurs, dites-moi maintenant, qu'est-ce que les Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui que même j'ai vu Bernard Kouchner qui vient condamner la guerre de l'Ukraine. C'est ces mêmes personnes-là qui soutiennent celui qui tue le peuple, qui est là, qui a commis le génocide, qui soutiennent Denis Sassou Nguesso en Afrique, au Congo-Brazzaville. Dites-moi. C'est quoi? Où est la démocratie dans tout ça? C'est quoi cette démocratie? Une démocratie d'émotion? Une démocratie climatique? Une démocratie qui change selon le pays où ça doit s'appliquer? Chers compatriotes, Poutine est notre révélateur. Poutine est venu révéler beaucoup de choses que les Africains ignoraient. Poutine est venu nous ouvrir les yeux. Poutine est venu nous dire qui est avec nous, qui est contre nous, mes chers compatriotes. Parce que même aujourd'hui, qu'on vous parle, la campagne de Macron est financée par Denis Sassou Nguesso, pendant que le peuple congolais n'a pas de vie, pendant que le peuple congolais les étudiants congolais n'ont pas leur bourse, les retraités ne sont pas payés, les institutions publiques sont à plat, les enfants vont à l'école, ils n'ont pas des bons ils n'ont pas s'assied à main le sol. Les maternités les femmes n'ont pas de lit dans leur maternité pour donner naissance. Mais Sassou a l'argent pour financer la campagne d'Emmanuel Macron. Vous voulez nous dire que ces gens-là ne sont pas au courant, ne sont pas conscients d'un président qu'eux ils soutiennent, qu'eux ils reçoivent pendant des années à l'Élysée, de la situation de son pays? Des guerres, des génocides qui se passent dans notre pays, ils veulent nous dire qu'ils ne sont pas au courant. Les disparus de Beach, ils veulent nous dire qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Le 4 mars c'était 2012, je ne sais pas quelle année, où
Un camp militaire a explosé, il y a eu des dégâts. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, qui sont morts, qui n'ont jamais été indemnisés, des gens qui ont perdu qui sont handicapés jusqu'aujourd'hui, qui n'ont jamais été indemnisés, qui ont perdu leur maison, qui sont réduits à zéro. Pendant ce temps, les campagnes présidentielles de la France, à commençant par Mitterrand, sont financées par les présidents africains, par Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous sommes face au prédateur. Et le prédateur, c'est qui? C'est l'Occident. Le prédateur, c'est qui? C'est le colon. Alors, ce que nous venons partager avec vous, les images que nous vous passons, ce n'est pas pour juste perdre notre temps. C'est pour que vous soyez conscients de voir la vérité. C'est pour ça que moi, maman Olga, je vous passe maintenant les images, les concernés, que vous entendez ça par vous-même. Donc, les sommets qui sont en train tous ces sommets, les sommets de l'Afrique, ceci, les sommets de la jeunesse, mes chers compatriotes, l'Afrique ne va pas se développer par ces sommets qui sont organisés en Occident. Les sommets qui sont en train d'organiser, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. C'est juste pour embrouiller la réalité, la vérité. Chers compatriotes, je veux vous repasser, et on va terminer par ça. Je veux vous repasser. Donc là, je vous ai quand même passé beaucoup de trucs. Voilà. Nous sommes en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité. Voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. Bon, voilà, mes chers compatriotes, je vais peut-être terminer par là. Vous avez vu, est-ce que la reconnaissance du mal qu'ils ont fait en Afrique vont changer leur méthode? Mais ils l'ont dit, ils veulent changer la méthode. Est-ce que cette méthode-là qu'ils veulent changer, ça serait la méthode favorable pour les Africains, ou ça serait une autre méthode pour eux de pouvoir encore nous foutre le doigt dans le cul? Ou cette méthode dont ils parlent de changer leur méthode, c'est pour encore enculer les Français, les Africains, excusez-moi du terme, parce que là, nous devons être crus. Parce que ce qu'ils font d'ailleurs pour nous, ils ne le font pas dans le sens de l'amour. Ils ne le font pas dans le sens
de pouvoir nous aimer. Mais ils nous enculent. Ils nous foutent le doigt là où ils veulent. Donc c'est à nous d'empêcher cela. Chers compatriotes, il est temps que les Africains prennent leur avenir ou leur destinée en main. Chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, prochainement maman Poutine, Tata Poutine. Alors mes chers compatriotes, je viens devant mon écran pour vous parler, vous conscientiser, sensibiliser, mobiliser. Je ne suis pas rémunérée, mais c'est par amour, parce que nous voulons que ce combat-là soit notre combat à nous ensemble. Que cette lutte que nous menons, que chacun sache pourquoi il doit s'engager. Nous ne pouvons pas être fiers d'être chez les autres. Combattons notre ennemi. Comme je l'ai toujours dit, nous allons saisir de cette opportunité que nous sommes ici. Pour ceux qui sont ici doivent les combattre ici. Parce que nous connaissons les lois. Nous connaissons nos droits. Donc nous devons les combattre ici. Mais nous demandons aussi à ceux qui sont à l'extérieur, accompagnez-nous dans cette lutte. Nous avons besoin de vous. Nous n'allons pas gagner cette lutte si vous êtes assis à attendre que nous puissions faire le tout. Mais nous devons gagner ça ensemble avec vous. Arrêtez d'être les fanatiques. Arrêtez d'être manipulés. Arrêtez d'être intimidés. Leurs menaces, nous allons les arrêter. Donc, un peuple engagé ne peut jamais tomber. Un peuple engagé fait tomber le pouvoir. Un peuple qui se soulève fait tomber le pouvoir. Alors soulevons-nous ensemble pour voir la prospérité de l'Afrique de demain. Nous avons tant sacrifié notre Afrique. Nous avons sacrifié l'avenir de nos enfants. Nous avons sacrifié l'avenir de la jeunesse. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions voir cette jeunesse émerger, émanciper, revoir le respect de nos parents, voir que nous allons réattribuer les valeurs à nos parents, le respect à nos mamans, le respect aux femmes, que chacun sache où il est aligné, chacun sache sa tâche. Alors mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais que la vidéo a été longue, mais elle n'a pas été seulement par mes messages, mais avec les vidéos à l'appui, avec les preuves à l'appui, pour que chacun de nous sache que nous faisons des recherches pour vous, que nous sommes là, nous dormons peu pour chercher toutes ces actualités pour vous. Nous avons beaucoup d'actualités car il y en a beaucoup que nous recevons, qu'on nous fait venir, qu'on partage avec nous pour que nous partageons avec les chers internautes. Comme je vous le dis, mes chers compatriotes, je ne suis pas là à chercher que je sois vu par 10 000 personnes ou 1 million de personnes, mais je veux être entendu et compris par les patriotes qui sont là, qui croient en notre combat et qui sont là pour que nous menions ce combat ensemble. Donc voilà mes chers compatriotes, je suis maman Olga, maman Tata Poutine désormais, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de USK, le peuple gagne toujours. Je remercie et j'encourage tous ceux qui sont dans cette lutte, sans oublier Boketu, sans oublier et commandant Esso, Bernard Pungui au Canada, Edim Kayi à Paris, les rois de Luango, Gervais Birongi, Atlanta aux États-Unis. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour vous,
pour partager, faire ce combat ensemble, car, mes chers compatriotes, le peuple Congo est dans le point d'être exterminé parce que le plan des Occidentaux, avec leur pion en Afrique, leur pouvoir qu'ils ont placé en Afrique, ils ont ce plan d'exterminer ce peuple Congo. Et vous savez que le peuple Congo existe dans tous les pays d'Afrique, francophone. Et le peuple Congo est dans l'agenda des Occidentaux parce que nous sommes ce peuple-là qui ont des valeurs, qui représentent cette Afrique. Alors, peuple Congo, soyez conscients, c'est nous qui sommes visés, c'est nous qui sommes dans le rétroviseur, dans le viseur des prédateurs occidentaux. Le peuple gagne toujours, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.